nous filons au cinéma tous deux, Frédéric Pic et moi-même. Et Frédéric a 2 films à nous proposer. Oui, 2 films, mais en même temps que 2 films, parce que j'étais assez occupé, je n'ai pas été beaucoup au cinéma. Donc j'ai vu un film qui s'appelle Good Time, un film américain des frères Saldier, qui sont 2 frères. Il y a beaucoup d'ailleurs, comme les Weinstein, etc., il y a beaucoup de pères, de frères dans le cinéma, producteurs ou réalisateurs, c'est assez étonnant. Et donc c'est un film, ils se sont souvent spécialisés dans les films un petit peu de mœurs américaines, mais toujours un petit peu underground, mais ils font bien leur boulot. Alors c'est l'histoire d'un jeune qui est interprété par Robert Pattinson, qui est maintenant connu, qui joue bien d'ailleurs, qui est intéressant dans le film. C'est l'histoire d'un paumé, oui il est vraiment paumé, il a un frère qui est débile mental, et il vit un petit peu au crochet d'une nana un petit peu plus vieille qui l'entretient, on le voit dans le film. Et en même temps, il fait des petits casses, des braquages, etc. Bon, lors d'un braquage, son frère, évidemment, comme il est débile mental, il se fait arrêter. Et lui décide absolument de le délivrer, de le faire sortir de prison. Alors, c'est toute son aventure. Ça se passe dans tout le milieu, j'allais dire underground, le milieu un peu... Alors, on dirait en français interlope, non? Voilà, je cherchais le terme exactement. Interlope, très bien. J'aime bien traduire en français. Oui, moi aussi, mais ça m'avait échappé. Alors, on est dans les interlopettes qui sont partout. Donc, on est évidemment au milieu de gens qui sont des gens de rien du tout, qui sont des braqueurs, qui sont des gens qui fument de la drogue, qui sont vraiment le plus bas de l'échelle, gangsters et compagnie, etc. Donc, c'est un voyage dans l'infra-humanité, j'allais dire, mais c'est bien fait, c'est intelligemment fait. On suit le personnage qui est vraiment totalement, parce que c'est quand même une histoire d'amour entre les 2 frères, parce qu'il est vraiment le père, le frère, vraiment pour lui, son frère, c'est tout, parce que c'est un débile mental. Donc même quand ils ont fait un petit braquage, etc., au début, il dit « mais c'est grâce à toi qu'on l'a réussi », alors que l'autre est complètement... Donc voilà, et il veut tout faire pour le faire libérer. Et évidemment, il ne s'en sortira pas parce qu'il fait un peu tout et n'importe quoi. Donc il doit de l'argent, il emprunte, il est truand, il va faire, etc. Donc c'est pas mal foutu, c'est pas un grand film, mais ça se regarde d'une façon très agréable. C'est un divertissement qui est intéressant. Bien. Alors le deuxième, c'est déjà plus redoutable, puisque ça s'appelle Le Redoutable. Alors Le Redoutable, pourquoi? Parce que c'est dans les années 68, par là, ou un petit peu avant, quand il y a eu cette fameuse mini-révolution qui nous a coûté très cher, non pas en révolution, mais dans le changement de société, mai 68. Donc c'est un film sur Godard. C'est pas un biopic, mais c'est un film sur Godard. Alors, Godard s'est fait connaître par ses grands films, Pierrot le Fou, Le Mépris et l'autre. Et là, il commence à péter les plombs, puisque ça commence à être la Révolution en France, et lui, il sort La Chinoise. C'est sa période Mao. Ah, oui. Avec Anne Wiazemski, non? Alors voilà, c'est tiré naturellement du livre qu'avait écrit cette petite fille de Mauriac, qui vivait avec lui, qui avait 25 ans de moins, quelque chose comme ça. C'est une assez jolie fille, etc. Et c'est en même temps Godard, et c'est en même temps la dégénérescence ou la séparation entre les deux. Parce qu'on voit, ils sont très amoureux, elle était admirative et amoureuse indiscutablement de Godard. Godard, on ne peut pas savoir parce qu'il était terriblement dur avec elle, cynique, dur. Il n'est pas un peu narcissique, le gars? Il l'a toujours été. Il a surtout pété les plombs. Il a surtout pété les plombs parce que, je veux dire, c'était le délire total. Alors, c'était Mao, c'est extraordinaire. Le cinéma, Godard est mort. Le cinéma est mort. Je refonde le cinéma. Enfin, c'était tous ces délires qu'il a eus. Alors, c'est un film qui ne plaît absolument pas à la gauche parce que, par exemple, Au Masque et la Plume, évidemment, tout le monde l'a démoli, sauf Éric Neuf, qui l'a trouvé bien fait, mais les autres, non, comment on n'attaque pas Mao, on n'attaque pas Godard, etc., etc. Et c'est toute cette période-là, c'est très très bien fait. C'est Avanicius qui l'a fait. Un bon documentaire sur ce temps. C'est pas un documentaire, c'est une explication fiction. de ce temps. Voilà. Alors c'est très bien joué, c'est intéressant parce que on voit Godard qui commence à avoir ce délire politique, qui commence à avoir ce délire sur l'art, la création, qui ne sait pas ce qu'il veut en fait. On voit les assemblées générales à la Sorbonne pendant mai 68, on lui coupe la parole, on voit quand il veut annuler le Festival de Cannes, puisqu'avec Truffaut, il avait réussi à faire annuler le Festival de Cannes, le vrai révolutionnaire maoïste, vous voyez ce que ça veut dire, quoi, le fou intégral. Alors, ce qu'il y a de remarquable dans ce film, il est un petit peu long. Il y a la jeune actrice là, qui a joué avec, je ne sais plus son nom, qui a joué avec Lars von Trier, qui se fout toujours à poil, mais enfin je pense qu'elle veut réussir en montrant ses fesses. Bon, ceci étant, Louis Garrel est absolument extraordinaire dans le film. Oui, il paraît. Avec ses lunettes de soleil,
ça n'est pas Godard, mais tout de suite on se dit c'est Godard et on l'adopte et les dialogues sont remarquablement faits. Le cynisme de Godard, c'est même son mépris pour les autres. Alors à un moment, elle dit bon ben on va dans le Midi parce qu'ils vont à Cannes quand même, etc. Mais on va dans la propriété de Pierre Lazareff. Comment Pierre Lazareff, tout ça, le capitaliste. Non mais c'est très très bien fait. Et Alain Essieu, c'est quand même un grand du cinéma. Un grand cinéma, oui. Parce qu'il est capable de vous montrer en même temps, à un moment, vous voyez, parce que le couple ne marche pas très bien, et on les voit le matin au petit déjeuner. La séquence est très amusante. Et alors, on la voit, elle, qui dit par exemple, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et le metteur en scène traduit, c'est-à-dire vous avez en sous-titre, oui, je voudrais bien être seul ce matin, qu'est-ce que tu fous, quoi. Et donc, en fait, il donne l'arrière-pensée de chacun. Et vous avez quand même presque un sketch, mais c'est très très bien fait. C'est au moment où ils se séparent. Et ces mots anodins, il le traduit comme ça. Ça, c'est une trouvaille de réalisateur. Il en a d'autres comme ça. Et Louis Garrel est époustouflant. Vous nous donnez envie d'y aller. Ah oui, et moi pourtant, je pense qu'il faut y aller. Je peux vous dire que le sujet ne... Non, mais il faut connaître aussi Godard. Parce que Godard, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui restera quand même dans le cinéma. Parce que c'est la nouvelle vague. Il a apporté quelque chose dans la nouvelle vague, même si après, ça a été complètement... incompris parce que c'était incompréhensible peut-être, mais des films comme Pierrot le Fou, des films comme Le Mépris, etc., ça restera. Donc Godard restera dans le cinéma, il faut savoir quel était le bonhomme à partir d'une certaine période, et cette négation des réalités, cette folie destructrice qui était en lui, voilà, c'était les maoïstes. Le problème, c'est que moi j'ai bien connu cette période, j'ai subi 68 pendant mes études, j'ai bien connu Andrzejewski, et à l'idée de revoir tous ces gens-là... Ah, mais vous n'êtes pas obligé de le voir. Je préfère un bon livre chez moi. Peut-être vous, mais moi je demande à nos spectateurs... Ils ont foutu en l'air mes études, donc je leur regarde une petite dent. Est-ce qu'on peut rappeler les deux bons films que nous avions célébrés la semaine dernière, Barbara et Petit Paysan Alors, Petit Paysan, très bon film, il faut aller le voir. D'ailleurs, ça marche pas mal et ça marche bien. Plus de 100 000 entrées, 110 000 entrées. C'est pour ça qu'il faut insister. Oui, moi, je pense que des films comme ça, il faut que ça fasse plusieurs centaines de milliers d'entrées. Comme dit Guillaume de Tarlet, c'est un film vachement bon. Oui, et puis ça mérite, je veux dire, c'est un film vraiment à voir. C'est un drame épouvantable. L'autre, Barbara, si on aime Barbara... il faut aller le voir. Et si on aime Barbara... Si on ne la connaît pas, allez le voir quand même pour Jeanne Balibar. Oui. Parce que c'est remarquablement interprété. Si on aime Barbara, de toute façon, il faut y aller. On a des moments de grâce. Oui, et en même temps, on est un peu frustré parce qu'on voudrait plus de chansons de Barbara. On voudrait plus. Mais de toute façon, si on la connaît peu, même pour les jeunes générations, etc., allez le voir parce que Jeanne Balibar fait une performance. Et on n'a pas tellement d'acteurs qui font des performances au cinéma. Oui. Moi, je trouve qu'en ce moment, il y a des ronrons, des acteurs français. Ce sont des films où on a l'impression que moi, je pourrais jouer aussi, etc. Et on a vu aussi Au témoin d'un doute, qui était un film français assez joli sur la recherche de paternité et qui explose un certain nombre d'idées toutes faites d'aujourd'hui, comme quoi on fait des enfants sans père, sans problème. En claquant des doigts. En claquant des doigts. Et il semble quand même que le réalisateur remet quelques pendules à l'heure. Et ça, il y a de très jolies scènes. Cécile de France est toujours aussi jolie. Et Guy Marchand... Cécile de France, je n'aime pas son nom, elle devrait s'appeler Cécile de Belgique. Elle est belge. Oui, vous avez raison. C'est quand même extraordinaire, tout le monde est persuadé qu'elle est française. Il faut rendre hommage parce que nous avons beaucoup d'acteurs et d'actrices belges qui sont de premier plan. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais elle joue très très bien. Et puis Guy Marchand qui vieillit un petit peu, mais il est toujours aussi beau et séduisant. Séduisant et puis personnalité. Même en grand-père. Et une personnalité. Là, il faut que j'aille le voir pour voir ce qu'est devenu Guy Marchand. On passe un très très joli moment et ça se passe en Bretagne, donc on ne perd pas son temps. Je pense que la semaine prochaine, on aura une moisson un petit peu plus grande. Alors moi, j'ai traversé tout Paris pour aller à Gambetta voir la petite Jeannette. Le coup de gueule. La petite Jeannette, donc ce film sur... le combat de Sainte-Jeanne contre les Anglais, qui a été mis au cinéma avec le texte de Peggy, donc je me réjouissais beaucoup. Et il était inscrit dans tous les programmes. Et j'arrive à Gambetta, c'est quand même de l'autre côté de Paris, et on me dit qu'il y a une erreur et qu'on ne peut pas le voir. Alors, le petit coup de gueule, vous êtes d'accord avec moi, depuis que Pariscope est tombé, alors l'officiel des spectacles se retrouve tout seul, en position de monopole, il est passé de 50 centimes à 1 euro, donc il doit bien gagner sa vie, mais c'est bourré d'erreurs, il faut faire très attention. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois de traverser Paris, d'arriver, ah ben non, c'est pas... Donc il faut téléphoner.
Oui, en tenter plus. sans répondre. Voilà. Oui. Mais enfin, comme il n'y a que ça comme journal, mais voilà, il faut se méfier aussi de l'officiel des spectacles. Il faut se méfier de tout. Il faut suivre notre chronique. Frédéric Pic. Merci beaucoup, amis de TV Liberté. À très vite pour une autre émission de Perles de Culture. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique « Je lis, donc je suis », nous avons invité un grand écrivain que vous connaissez, puisqu'il s'agit de Christian Combaz. Bonjour Christian. Bonjour. Christian, et avant de faire ses chroniques de campagnol que vous aimez tant, Christian est un écrivain qui a déjà une grande œuvre derrière lui, dont je connais un certain nombre de romans et de pamphlets, puisque vous avez toujours été un pamphlétaire. Un défaut, c'est un défaut pour un écrivain, mais c'est tellement plaisant. Non, il y a beaucoup d'écrivains qui ont été des pamphlétaires, donc ça doit être inscrit dans le... L'écriture est une arme ? Un peu, un peu. Enfin, en ce moment, c'est la guerre, donc il vaut mieux se munir de quelques armes. Oui. En ce moment, c'est la guerre. Et qui est en danger ? Bah, écoutez, c'est d'ailleurs un peu l'objet de ce petit livre. Marianne ? Oui. La France. Non. Ce qui est en danger, c'est la génération dans laquelle j'ai été élevé et ses valeurs, surtout ses valeurs. J'ai été élevé parmi les jésuites, dans une France qui n'existe quasiment plus, enfin, elle existe dans nos cœurs, et que je soupçonne être la vraie France. On ne peut pas dire que la France des bronzés soit la vraie France. La France du splendide n'est pas la vraie France. Ce que Macron semble croire, puisqu'il nous dit carrément que cette France de la déconne, quoi, en quelque sorte, c'est la France d'aujourd'hui qu'il faudra faire avec. Mais je suis désolé, nous sommes une poignée à ne pas vouloir faire avec. Et pourtant, on n'est pas spécialement des gens tristes, ni rouspéteurs, ni vitupérants, ni maussades. On sait rire aussi, mais on ne sait pas déconner. C'est pas notre vocabulaire, c'est pas notre tasse de thé, comme on dit. On n'a pas été du tout éduqués à ça. Oui, puis il y a des choses qu'on respecte, il y a des choses dont on ne parle pas. Nous ne sommes pas bégols, nous ne sommes pas naïfs, mais nous sommes respectueux des autres, respectueux d'un certain nombre de choses. Je me souviens d'un collègue, du Nouvel Obs, donc on peut appeler ça un collègue, qui avait titré à propos d'un de mes livres il y a 30 ans, « Le jeune homme qui ne rit pas dans les cimetières ». Et c'est vrai. C'est une honte. C'est une honte. À l'époque, ça me définissait tellement que... C'est une honte de ne pas rire dans les cimetières. Comment vous vous définiriez ? Je lui ai dit ça. Et il a trouvé ça tellement scandaleux qu'il l'a mis comme titre de son article. Voilà. C'est fou. Ce qui est très intéressant, c'est que ça rappelle le titre. Vous avez été, comment est-ce que l'on dit, responsable d'instituts culturels. Oui. Et il y a un artiste qui vient vous proposer un projet qui s'appelle « Démons et le monde à l'envers ». Oui, alors ça, c'est pas tout à fait ça. Vous concentrez à deux choses. Oui. Il y a un attaché culturel célébrissime, je peux citer son nom, il s'appelle Antonin Baudry, qui est l'auteur de la bande dessinée Quai d'Orsay, qui a été primée à Angoulême. Qui avait dont on a fait le film ? Dont on a fait le film, oui. Qui dirigeait donc le secteur culturel à Madrid, où j'étais alors, et qui avait une association culturelle qui représentait l'action de la France en matière culturelle à Madrid, qui était Démons ou le monde à l'envers. Oui, ce qui est quand même très significatif, tout de même. Alors, votre expérience Portrait de Marianne avec un poignard dans le dos, qui est un titre très amusant et finalement très vrai quand on vous lit, et puis quand on a l'expérience, quand on a entendu parler des instituts culturels, ceux qui restent, parce qu'en fait on en a supprimé beaucoup. Oui, il n'y a plus d'argent. C'est probablement la dernière ligne droite. L'une des raisons pour lesquelles ils restent, c'est une raison purement économique, c'est qu'ils servent au fond de relais à des opérations qui sont purement commerciales. Je le sais puisque j'ai dirigé celui de Milan, oui, où il y a un gros tissu d'échanges commerciaux avec la France. Oui. Et une opération culturelle sur deux était liée aux automobiles Peugeot, etc. Donc oui, on n'a plus rien de... On n'a plus rien de culturel. Absolument. Alors, la première chose que vous dénoncez, c'est le remplacement des élites.
Expliquez Oui, alors le mot remplacement, évidemment, est un peu connoté en ce moment, mais le remplacement des élites, c'est le début de l'autre, puisque les élites qui nous ont fourgué le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est celles que je décris en train d'évoluer. Moi, j'ai été élevé chez les Jésuites sur la colline de Chaillot à Paris, alors que je venais d'un milieu provincial, mais j'ai connu la France, la Rochefoucauld, ce genre de gens. Et en fait, j'ai vu toute cette France s'engouffrer dans l'étroit canal de la France, du Splendide, du lycée Pasteur de Neuilly, du pont aérien, littéralement, avec Saint-Germain-des-Prés, avec Canal+, avec toute cette France qu'on appelait tout à l'heure de la déconne, c'est-à-dire une France qui va sous les cocotiers, qui n'a plus d'obligations envers ses ancêtres, plus d'obligations envers rien, envers la langue. On le voit bien avec François Hollande qui en fait partie. Moi, François Hollande, je l'avais en face de moi à la bibliothèque à Sciences Po. Je vais vous dire, et à l'époque, avec sa tête, avec ses petites lunettes triangulaires, je n'imaginais pas qu'il allait présider au destin de la France, surtout pour la faire trébucher à ce point-là. Vous citez 15 lignes d'un discours de François Hollande, c'est angoissant. Mais c'est consternant de penser qu'aucune autorité, surtout pas l'Académie par exemple, ne se soit dressée contre un président aussi analphabète, contre son équipe capable de dire à la France entière, c'est vous qui aurez le dernier mot, AIENT, dans un tweet pour 4, 5, 10 millions de personnes. C'est ça la France dont nous sortons, et là c'est celle aussi dans laquelle nous sommes entrés avec Macron, puisqu'il est à peine plus lettré. Voilà, donc je pense qu'on est évidemment au bord d'un précipice, on n'est pas encore entièrement tombé, on peut toujours se rattraper aux branches. J'espère y contribuer. D'ailleurs, entre parenthèses, je me permets de dire que ce livre a été censuré en bonne et due forme. Vous aviez un éditeur? J'avais un éditeur qui m'a donné quelque argent, qui a composé le livre, qui a composé la couverture que vous voyez et qui m'a d'un trait de plume rendu les droits, laissé la valoir en me disant débrouillez-vous. Et la couverture, Et la couverture. Et j'ai donc publié ce livre pas un compte d'auteur, je l'ai publié sur Amazon où il est disponible. Et ce livre marche très bien en ce moment. Alors, sans faire de la pub de manière un peu exagérée et un peu épaisse, je voudrais quand même dire qu'il y a des actes de résistance. C'est pas le prix qui va vous coûter, c'est 4 €, c'est rien du tout. Mais plus le livre... La version électronique. Voilà, la version électronique. Mais la version papier, elle vaut guère plus cher, elle vaut 8. Oui. Donc il y a vraiment, de ma part, un propos délibéré. Plus le transport. Non, le transport est gratuit. La chose qui est intéressante, c'est que mon idée, c'est qu'en baissant le prix énormément, j'en augmente la diffusion. Bien sûr. Et ça a l'air d'une leçon. C'est-à-dire que le système n'en parle pas ou n'en parlera pas. Oui, il faut se passer des intermédiaires alors, médiatiques. Il y a un moment, si vous voulez, si jamais un brûlot de ce genre, un brûlot d'ailleurs assez calme, hein, mais enfin quand même ce que je raconte est assez pointu. Oui, il y a quand même quelques petits passages gratinés. Eh bien, si jamais ça se distribue comme un samizdat sous Brejnev, on va comprendre qu'on est entré dans une nouvelle époque de la pensée française. Et moi, je m'honore j'aimerais bien basculer du côté de Beaumarchais, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un autre exemple absolument effrayant, c'est cette lettre, cet ordre de mission que l'ambassade de Rome transmet aux autres instituts culturels en disant voilà la langue que vous devez défendre. Et quelle est cette langue? C'est la langue des stades, la langue de la rue. En plus, alors, il dit que là, je cite évidemment dans le livre la note de service in extenso, mais là il y a eu un condensé de sottise puisqu'il dit qu'il faut privilégier la langue des stades qui est plus masculine et plus énergique contre la langue correcte qui est plus féminine et sans intérêt donc. Très intéressant comme mot. Enfin bon, ce que je veux dire, la période que nous venons de traverser et celle que nous apprêtons à affronter est quand même marquée par une insignifiance au sens ça ne signifie plus rien. Terrible. Il faut absolument retrouver on vit en fait l'époque du sens contaminé, si vous voyez ce que je veux dire. C'est très joli, très bon jeu de mots. Alors, comme vous êtes un écrivain, vous avez le sens des images. Il y a cette scène fantastique du drapeau français qui, par un coup de vent, va s'éloigner du cercueil de Mitterrand. Va glisser du cercueil verni de Mitterrand. Et cette scène qui se passait à Jarnac, tout le monde peut la voir sur Internet, personne n'y songe. Personne n'a songé. Personne n'en tire un sens. Le vrai problème de notre société aujourd'hui, et je vais vous donner un exemple supplémentaire, c'est que ce n'est pas que les choses aient lieu, ce n'est pas qu'on sait qu'elles ont eu lieu, les images sont
disponibles, mais plus personne ne les commente. Le drapeau français qui glisse du cercueil de Mitterrand pour finir à terre était un tel symbole qu'il aurait dû être repris par quelques-uns. Personne. D'autres choses n'ont pas été reprises, que je sache. Le fait qu'on ait appelé, je le dis dans mon livre, un groupe de rap français a appelé explicitement au meurtre des homosexuels dans une de leurs chansons. Oui. Ce groupe, Black M, en était issu. Black M est allé chanter à l'Élysée il y a quelques mois. Oui, non. Mais pour sentir cela, il faut être un écrivain, si vous voulez. Ce n'est pas aux écrivains, en tout cas aux véritables écrivains, que le pouvoir médiatique est donné. On a des simili écrivains. Ils peuvent le prendre. C'est-à-dire que le problème des époques troublées, si vous voulez, vous ne décidez pas de qui monte sur l'arrière d'un camion pour haranguer la foule. En son temps, Jean Edernalier a essayé de le faire avec un porte-voix, mais on peut trouver des époques plus favorables que la nôtre pour le faire. Si vraiment une agitation se manifeste, il n'est pas impossible qu'une parole un peu plus solennelle et un peu plus agile que les autres ne finisse par décider les foules à faire quelque chose. Oui, absolument. Alors vous avez, jadis, écrit une histoire de Budapest et un pamphlet que j'ai bien aimé qui s'appelait « De l'Est, de la peste et du reste ». Vous pensez que l'Est est un rempart ? L'Est, déjà, a connu cet Est-là, c'est-à-dire la Hongrie, a connu un siècle ou quasiment d'occupation ottomane. Donc les écoles coraniques, tout ça, ils connaissent. C'est pour ça que quand l'Europe essaie de leur fourguer, il n'y a pas d'autre mot, de l'immigrant musulman de force... C'est de l'inconscience. Oui, c'est de l'inconscience historique déjà. Ils l'ont déjà fait avec la Serbie. Oui, mais alors, si vous voulez, ce qui est amusant, et là, vous me faites l'amitié, là encore, d'aller sur Internet, de commander à 3 € le petit livre que j'écrivais en 92, je disais à un ami hongrois, faites attention, car le système libéral va vouloir vous fourguer l'immigration, celle que vous ne voulez pas, la population que vous ne voulez pas, les usages dont vous ne voulez pas, et contre lesquels, historiquement, vous vous êtes toujours défendu. Et donc, je prévoyais la montée d'une extrême droite. Et 20 ans après, on y est. Et c'est arrivé. Alors, ce qu'il y a d'étonnant, ce qui m'étonne aussi, c'est donc l'inconscience du passé hongrois, le passé ancien, mais l'inconscience aussi du passé récent, parce que les Hongrois ont subi l'occupation soviétique. Ils ont tout subi. Et ils ont résisté. Enfin, il y a eu des scènes célèbres. Et l'Europe, en tout cas les fonctionnaires européens, ne comprennent pas que ces gens ont une écorce extrêmement solide, un pouvoir de résistance et qui n'a rien à voir avec celui d'un fonctionnaire européen. Donc, je n'arrive pas à comprendre cette méconnaissance d'un peuple. C'est-à-dire que le problème, c'est que des gens comme Macron, par exemple, qui sont des politiciens ripollinés, enfin vernis à tous les sens du terme d'ailleurs, donc c'est un politicien Toy Story, vous voyez, c'est une image de synthèse. Ce type-là ne peut pas connaître les vrais gens, et les vrais peuples non plus. Non. Or, la Hongrie est un vrai peuple, un vrai peuple dont il faut connaître la littérature pour s'apercevoir qu'ils ne peuvent pas aimer les musulmans du jour au lendemain. C'est impossible. Voilà. Alors, l'Europe a beau décider qu'ils le feront, ils ne le feront pas. Et Macron devrait en tenir compte. Macron, en fait, répète une espèce de doxa européenne sans aucun égard pour les gens à qui il s'adresse. Il va probablement le payer un jour. Hein. Oui, sûrement. C'est-à-dire que la négation du réel est toujours... C'est le pire des négationnismes. Oui, mais ça prouve bien que nous sommes entrés dans le monde de Bienvenue à Gattaca. C'est-à-dire que Macron est un drone. C'est un drone. C'est un clone et un drone. Un drone américain. Alors, on sent quand même, en vous lisant, je voudrais insister sur le style, on sent en vous lisant une certaine jouissance de l'écriture. Vous êtes heureux de trouver le bon mot et de trouver la bonne expression. Je pense à ces journalistes de gauche qui s'apitoient sur la misère des peuples, mais qui demandent à être surclassés dans l'avion. Ça, hélas, tout le monde a assisté à ce genre de choses. Et j'ai voyagé pour le compte du Figaro pendant 7 ou 8 ans dans les palaces avec des gens qui sortaient pratiquement d'un squat du 11e et qui venaient de Libé et qui gauchisaient tous les propos alors qu'on était au Hyatt de Sydney. Vous voyez, donc... On est là dans une espèce de mélange des genres invraisemblable. Si on est vraiment de gauche, si on est vraiment trotskiste, on ne va pas raconter les lambris du Hyatt de Sydney. Voilà.
Bon, bref. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun respect d'engagement, il n'y a non plus aucun sens de la mesure. La mesure est une vertu classique. Oui. La mesure grecque. La mesure consiste à savoir trouver un équilibre, ce qu'avait assez bien fait la France de Pompidou. Les tendances de gauche, les tendances jauressiennes, la gouaille de Coluche, tout ça était inclus dans la France de l'époque. Là, en fait, c'est ça que je reproche à la France d'aujourd'hui dans mon petit livre, c'est qu'on a basculé vers l'exclusion venue de la gauche. C'est-à-dire que la gauche friquée, la gauche Canal+, la gauche qui n'a pas de problème d'existence, a exclu l'autre en doublant la sévérité des contrôles techniques des voitures, en multipliant les règles, en disant vous n'avez qu'à suivre. Désolé, le peuple ne suit plus. Et il le prouve déjà. Il freine des 4 pieds, oui. Non, il ne vote plus déjà. Oui. Alors, est-ce qu'il subira ce que les gens, pour qui 14% des gens ont voté, est-ce qu'il subira ce qu'on essaie de lui imposer? Je ne suis pas sûr. Rien n'est moins sûr. Ouais. En tout cas, on l'espère, qu'il ne subisse plus. Et alors donc, la littérature, la pensée, la parole, peuvent être un moyen de dire « niet ». Niet. Il y a un moment où on dit « ça suffit ». Alors, pas forcément en jetant des pavés. C'est tout simplement en provoquant, là encore j'ai l'air de faire la pub, mais on est au-delà de ça. Non, mais en provoquant la faveur d'écrits de ce genre, ou ceux d'Onfray, etc. On distribue une pensée dissidente, surtout que si elle vaut 4 €, ça prouve bien que le but, c'est pas de faire de l'argent, c'est de faire de l'audience. Et donc on a peut-être une chance, par exemple, d'être invité à un débat de LCI pour tenir le même genre de propos que ceux que je vous tiens en ce moment, qui n'a pas été le cas pour moi depuis 15 ans. Mon dernier débat sur LCI, ça devait être avec Marine Le Pen il y a 15 ans. Mais quand vous vous mettrez à rire dans les cimetières, ben oui. Christian, les choses iront mieux. Ça doit être ça qui me manque. Il faut vous entraîner. Il faut vous entraîner. Cette émission a passé très très vite, Christian Combaz, mais merci beaucoup. Je recommande ce livre parce qu'il est très très bien écrit et il est pétri d'informations tout à fait étonnantes sur des tas de choses et sur ce petit monde qui nous dirige ou qui croit nous diriger. Que j'ai traversé, je me permets de le préciser. Moi, je me suis déguisé en journaliste, disons, modérément de gauche pendant des années parce que mon pain en dépendait. Donc, je les ai tous fréquentés. Je sais comment ils vivent, je sais ce qu'a fait Pierre Berger, ce que faisait Jean Edernalier. J'ai dîné avec eux tout le temps. Donc, je le raconte, mais évidemment, je le raconte pas avec les mots qu'il faut. Absolument. Ni avec la vénération obligatoire qu'ils exigent. Merci beaucoup, Christian Combaz, et à très vite à Campagnol. Merci. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique de défense du patrimoine, nous avons 2 guides. Stéphanie Bignon, que vous connaissez bien, présidente de Terre et Famille, et Monsieur Renaud de la Boussinière. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Qui a créé une association pour défendre son église, l'église de Saint-Christophe en Champagne, près de Loué. Cette très belle église qui a fait l'objet d'une rénovation magnifique. J'invite les téléspectateurs à aller sur Internet pour voir la rénovation déjà faite des murs. Ils ont dégagé 2 fenêtres qui étaient cachées. Ils ont dégagé 2 fenêtres qui étaient cachées, plus tout le vitrail, un vitrail de la nef qui a été remis en valeur. Voilà. Voilà. Alors, le problème, ce sont justement ces vitraux et ce vitrail qui a été remis en valeur. Il va être descendu ou il va être gardé ? Non, attendez, c'est la structure qui a été remise en valeur, toute la difficulté après la restauration, c'est de trouver des vitraux qui aillent dans cette église. Parce qu'il n'y a plus de vitraux du tout, il y avait dans l'abside un vitrail du 18e, Jésus couronnant sa mère, mais qui ne pouvait plus être restauré. Qui était trop abîmé. Trop abîmé. Donc, il fallait chercher un artiste pour créer des vitraux. Et
quel a été le problème et pourquoi avez-vous fait appel à Stéphanie Bignon? Alors pourquoi et à Terre et Famille. Pourquoi j'ai fait appel à Stéphanie Bignon et à Terre et Famille? C'est parce que je me suis vite aperçu, lorsqu'il y a eu le comité de pilotage pour trouver l'artiste, pour trouver les vitraux, que les dés étaient pipés par avance. Et que je ne pouvais pas tout seul, comment dire, me battre contre un art ou des projets qui, visiblement, tels que je le sentais, allaient vers l'art contemporain. Donc, en allant regarder sur Internet qui pouvait m'aider, j'ai trouvé que Terre et Famille et Stéphanie Bignon avaient bataillé sur les vitraux d'Anzy-le-Duc. Je lui ai passé je l'ai appelée et elle m'a très gentiment, elle est venue très gentiment à mon aide. Alors rappelons-nous ce qui s'est passé à Anzy-le-Duc, Stéphanie Bignon. Eh bien, à Anzy-le-Duc, nous avions une belle église. Une très belle. Nous avons toujours d'ailleurs une très belle église, très bien entretenue, du XIe et XIIe siècle, et qui aurait pu être défigurée si les villageois n'avaient pas réagi et nous avaient pas appelé à leur secours, aurait pu être défiguré par de l'art pop. Je ne donnerai même pas le nom de l'artiste sous le peine de lui faire de la publicité. Mais son projet va être montré voilà. Donc, sur l'écran. Le projet de Gérard Formanger a été déjoué. Je dirais d'abord par un groupe de villageois qui a réagi, et c'est pour cela que je remercie vraiment beaucoup Monsieur de la Boussinière d'avoir réagi pour défendre son patrimoine. Alors quand vous avez réagi, on va vous dire, mais vous êtes une affreuse passéiste, vous n'aimez que les anciens vitraux, mais non, le projet... Alors le projet, d'Anzy-le-Duc pourquoi nous réagissons, alors il y a des points très différents entre les deux affaires. Mais dans les deux cas, il y a hold-up. En l'occurrence, à Saint-Christophe-en-Champagne, il y a, je dirais, la démocratie est prise en otage. C'est-à-dire qu'il s'agit d'argent public investi dans une église qui a été maintenue, entretenue par les villageois, et qui, aujourd'hui, pourrait être ornée de vitraux toujours financés par ces villageois, mais à qui on refuse le droit de voir le projet. Et c'est là que M. de la Boussinière a réagi. Nous, à Anzy-le-Duc, nous avions aussi un hold-up sur l'argent public, encore une fois, à 3 niveaux. Je ne rentrerai pas dans les détails de l'affaire d'Anzy-le-Duc, mais il s'agit toujours, pour ces organismes que sont la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, de prendre 2 vitesses et de spolier les populations locales de leur patrimoine, de leur droit à dire ce qu'ils pensent, de ce qui va orner la pièce principale de leur village, c'est-à-dire leur église. Voilà. Et le problème, c'est que cette DRAC, en fait, c'est la Direction régionale de l'art contemporain. Exactement. Parce qu'il y a, je crois... Direction régionale ou dictature régionale? Absolument, monsieur. Allez-y, Franco. Je crois qu'on peut le dire. Les exemples s'accumulent. Il y a l'exemple de la cathédrale de Nevers, dont les vitraux sont des taches d'éponge vertes. On ne voit pas très bien le sens si ce n'est qu'il faut effacer ses péchés pour aller au ciel, peut-être. C'était peut-être ça, on n'a pas cherché. Puis, je crois que les vitraux dans une église ont aussi une fonction d'aider les paroissiens dans leurs prières. Bien sûr. Et puis de trouver, comment dire, une cohérence entre l'intérieur de cette église où vous avez de la chaux, donc des lumières extrêmement douces, des statues du XVIe siècle. Donc tout ça, il faut cette cohérence. Et là, je pense que volontairement, la DRAC, le service des arts plastiques de la DRAC, a tout fait pour aller vers la rupture complète. La rupture, mais c'est très à la mode, la rupture, monsieur. Nous sommes des passéistes, nous ne voulons pas la rupture. Ce qu'il y a de... Alors justement, le tableau qui est derrière moi représente donc l'une des œuvres de ce peintre qui a été, de cet artiste qui a été choisi. Je voudrais venir sur un fait. Dans l'appel d'offres, le premier appel d'offres, il y avait une exigence de chrétienté, si je puis dire, d'esprit chrétien de l'artiste, ou du vitrail.
dans le dernier appel d'offres, il n'y a plus cette... Vous avez eu effectivement vous avez eu un premier appel d'offres à Saint-Christophe-en-Champagne où ce qui est amusant, c'est que 5 minutes avant de publier officiellement l'appel d'offres, le maire et un paroissien ont rajouté un aspect catholique. Oui. Prudent, c'était prudent. C'était prudent, ça montrait la volonté du maire, la volonté de ce paroissien d'aller et de garder une cohérence. Et lorsque dans la commission, nous avons demandé à la personne au service des arts plastiques quel était le critère de jugement, elle nous a répondu, mais cet aspect catholique ne figure pas. Ouais. Donc pourquoi ? Ils sont quand même très très gonflés. Ils vont travailler dans une église et ils disent que l'aspect catholique ne figure pas. Ils sont gonflés et en plus d'autant plus gonflés que cet appel d'offres a été envoyé largement avant la diffusion officielle à l'école des Beaux-Arts du Mans. Pourquoi ? Ce qui est un point commun avec l'affaire d'Anzy-le-Duc. C'est-à-dire que nous avons affaire à des artistes qui revendiquent même leur incompatibilité avec la liturgie, ce qui a été notre cas. Oui, puisque à Anzy-le-Duc, on a descendu un vitrail qui représentait... On aurait pu, mais on n'a pas fait. Il voulait descendre un vitrail avec la croix du Christ, voilà. Et les dessins que l'artiste avait proposés étaient des dessins sans aucune transcendance. On voyait des petits bonshommes marcher sur la terre, mais point de ciel et point de transcendance, encore une fois. Donc, alors, il faut avouer que les artistes contemporains cherchent des lieux pour exposer, des lieux pour travailler, pour être... et donc... Et ils ont un sponsor qui est la DRAC, mais la DRAC fonctionne avec notre argent. Oui. Donc, c'est en cela qu'il y a hold-up, c'est-à-dire que la DRAC est effectivement le sponsor de l'art contemporain et l'impose, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, monsieur de la Boussinière, il y a une tendance à imposer l'art contemporain partout. Il doit être imposé. Il doit y avoir rupture, il doit y avoir explosion des repères traditionnels à tous les niveaux. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que la DRAC, là je pense que nous démasquons un des aspects de l'affaire de Saint-Christophe, c'est que fort de l'affaire de Anzy-le-Duc, où nous avons réussi à mettre la main sur les maquettes et que nous avons pu réussir à... Nous nous sommes battus sur la base de ces maquettes qui étaient absolument absurdes, au minimum absurdes, en tout cas complètement déplacées dans l'édifice de Anzy-le-Duc, eh bien, dans l'église d'Anzy-le-Duc, eh bien là, la DRAC a... je dirais, retenu la leçon et ne veut pas que les maquettes soient communiquées à la population, qui pourtant, je le rappelle, la population finance avec ses impôts. Nous finançons tous la DRAC. Et aujourd'hui, la DRAC nous refuse le droit de voir ce que nous allons mettre dans notre église. Et c'est en cela que nous devons réagir. Il est anormal qu'on puisse disposer de notre argent de cette façon-là. Et puis la population, quel qu'en soit son métier, nous sommes dans un Saint-Christophe patrimoine est un territoire agricole, peut avoir à la capacité de donner son avis. Absolument, absolument. Et que cet avis soit prédominant. Il y a le problème de la commission. Est-ce que vous voulez... Alors, j'y venais, parce que ce qui est très intéressant, et grâce à Renaud de la Boussinière, on a pu rentrer dans le dossier en détail. La DRAC parle de sachants, c'est-à-dire qu'il y a une population de sachants et une population de non-sachants, en fait. D'ignorants. Et alors, vous noterez que dans les expressions habituelles de notre société magnifique, on parle d'accès à la culture. Accès à la culture. Si on pouvait donner l'accès aux non-sachants à la culture des sachants, sachant que les sachants nous poussent vers l'art contemporain, c'est extraordinaire. Et alors là, vous voyez donc cette direction régionale des affaires culturelles qui est antidémocratique et qui est d'un mépris, alors que la culture... Mais alors que les ancêtres des villageois n'ont pas demandé à la DRAC de l'époque son avis pour construire cette église romane qui d'emblée était magnifique. Absolument. Et que quand vous avez été élevé
auprès d'une église romane, vous avez de toutes les façons, dans les yeux et dans l'esprit et dans l'âme, les canons esthétiques parfaits. Donc, ne pas rejoindre des commissions où ils seront en minorité. Ça a été construit en utilisant certainement le nombre d'heures, tous ces aspects de volume qui permettent d'avoir un équilibre parfait de cette église. Et puis, bon, voilà. Non, mais quand on crée une commission, si vous voulez, c'est un principe de gouvernement soviétique. Il faut le savoir. Exactement. Dès qu'il y a une commission, c'est qu'il y a une volonté de noyer une des volontés qui appartient à la commission. Quelle est la volonté de noyer? C'est de noyer le pouvoir du maire et le pouvoir du curé en tant qu'affectataire, en tant que représentant de l'affectataire et représentant du propriétaire. Ce n'est plus qu'une voix au milieu de tout le monde. Voilà. Et vous rajoutez dans cette commission, vous arrangez pour que les personnes qui y figurent ayant les idées de la DRAC soient en majorité. On met pour la bonne forme 2-3 opposants et puis comme ça l'affaire est emballée. Oui, c'est exactement le système et c'est très bon de le dénoncer pour que chacun soit prévenu bien à l'avance. Et alors, je crois que M. de la Boussinière a tout à fait raison de rappeler, parce qu'encore une fois, les téléspectateurs qui nous regardent ont peut-être des problèmes similaires à régler, mais qu'autour d'une église de village qui a été construite avant 1905, il y a 2 personnes, 2 fonctions essentielles. C'est le maire du village, responsable des murs, le maire et son conseil, et le premier affectataire, qui est le prêtre. Oui. Ces 2 personnages sont ceux qui ont véritablement autorité, pas la DRAC. Voilà. Alors justement, vous préconisez d'écrire à votre association Je préconise d'écrire, de mentionner plus auprès de la mairie. Auprès de la mairie, d'écrire à la mairie, d'écrire à la mairie directement. En termes courtois, parce qu'il faut quand même souligner tout le travail qui a été fait par le maire et son conseil pour restaurer ce bâti. Et que d'une certaine manière, vous avez eu la confiance du maire a été abusée par la DRAC et le service des arts plastiques de la DRAC, puisqu'il avait bien travaillé avec l'architecte des bâtiments de France sur la restauration du bâti. Il pensait qu'il allait pouvoir avoir la même qualité de travail avec le service des arts plastiques. Et eux, au contraire, ils ont profité de la beauté du lieu pour imposer discrètement avec une main de velours l'art contemporain. Et donc, Monsieur de la Boussinière, si vous permettez, ne demande qu'une chose aujourd'hui. On ne demande que la présentation des maquettes. Absolument. On ne s'oppose à rien, puisqu'il ne s'agit pas de faire de l'opposition systématique et bête. Peut-être que, comme le dit très bien Monsieur de la Boussinière, l'artiste Kenyo est sur un chemin de foi et que peut-être son œuvre va être extraordinairement inspirée. On ne l'avait pas encore nommé, c'était Bernard Kenyo, l'artiste qui a été choisi. Mais dans la mesure où on ne nous présente pas les maquettes, alors le processus est malhonnête. Nous allons profiter de votre présence, Stéphanie Bignon, pour évoquer la loi NOTRe qui va avoir des conséquences justement sur le patrimoine. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, j'aimerais mentionner le nom de l'association qui travaille énormément sur le sujet, qui s'appelle Maire pour le bien commun, qui est une association qui fonctionne également avec l'association Élus catholiques dans la Cité. Je dis cela parce que je vous remercie, Anne, de nous inviter pour parler de ces sujets, mais le combat est vraiment de tous les instants, et en particulier dans les petites communes. Dans les grandes aussi, la loi NOTRe va être dévastatrice. En l'occurrence, je suis élu local, et je suis responsable du patrimoine de mon village. Donc je suis très concernée par ce premier sujet et très concernée également par la loi NOTRe qui vise à, encore une fois, nous retirer un échelon fondamental dans la démocratie, c'est l'échelon de la commune. C'est d'abord un échelon qui est énormément apprécié par nous tous, parce qu'on élit quelqu'un que l'on connaît, et puis on garde
une certaine autorité sur ce qui se passe dans son village, à travers l'élection de ce maire et de son conseil. Or, aujourd'hui, il est dans l'ère du temps, depuis la loi de M. Sarkozy sur la réforme des collectivités territoriales, puis celle de M. Hollande avec la loi NOTRe, c'est-à-dire, je rappelle que la loi NOTRe, ça veut dire nouvelle organisation territoriale de la République. Voilà, comme si la République était un territoire. Moi, je connais la France, nouvelle organisation de la France, territoriale de la France, je veux bien comprendre. Nouvelle organisation territoriale de la République, là, je me sens très très mal. Très mal. Je pense qu'il y a donc à réagir rien qu'autour de cet esprit qui est insufflé par le nom de cette loi. Et ensuite, qu'est-ce que vise cette loi? Elle vise à faire disparaître des ensembles de population qui seraient inférieurs à 15 000 habitants, donc à faire disparaître sous prétexte de... Les non-sachants, comme dirait... Les non-sachants. Sous prétexte de diminuer ce qu'ils appellent le millefeuille administratif, on fait disparaître l'échelon le plus démocratique, véritablement démocratique. Donc on éloigne les centres de décision. Éloignant les centres de décision, on éloigne également le pouvoir financier, la gestion, l'autonomie financière. Et bientôt, pour restaurer nos églises, restaurer nos chemins, eh bien, nous devrons aller chercher des sous à des centaines de kilomètres de nos villages. Donc nos villages vont perdre en autonomie, donc vont perdre la liberté de se gérer et garder des finances saines. Les finances saines de nos villages vont disparaître dans un agglomérat de communautés de communes pour finir par faire des ensembles de 15 000 habitants gérés par des fonctionnaires, des scribouillards qui ne connaîtront absolument pas l'histoire de votre village. Et qui tiendront leur poste de la République qui, comme chacun sait, n'est pas d'un très grand respect de la catholicité. On m'a cité le cas de Croix de Calvaire, qui était en train d'être dégagé dans une région de France. Et alors, soi-disant... Monsieur de la Boussinière... C'est tous les échelons intermédiaires qui disparaissent avec cette loi-là et qui poussent à l'individualisme complet. Exactement. Vous avez tout à fait raison, monsieur de la Boussinière. Et je voulais soulever un point qui est souvent utilisé par nos détracteurs, c'est justement la réduction. On nous dit, oui, mais les petites communes, ça coûte cher. Eh bien, la Cour des comptes a fait les comptes, et en fait, elle coûte... Cette loi, ces nouvelles lois ont jusque-là coûté 61,8% de plus en dépenses liées au personnel nécessaire à gérer. Et donc, cette dépense est couverte par quoi? Par une hausse des impôts locaux. Donc, si vos impôts locaux augmentent, mesdames et messieurs, c'est ça. C'est la loi NOTRe, n'est-ce pas? Et là où je vous rejoins complètement, monsieur de la Boussinière, c'est que nous sommes véritablement dans un plan révolutionnaire, toujours en marche, qui vise à détruire les corps intermédiaires. La République a commencé avec l'abolition des corporations, eh bien elle continue avec la loi NOTRe pour abolir les communes et le pouvoir de chacun d'élire son maire pour prendre en charge ses affaires. Donc on est là face à une destruction de la subsidiarité, c'est-à-dire de la liberté de s'assumer. Et puis, pour prendre un cas concret, vous aurez un petit village modeste qui fait très attention, qui ne dépense pas trop, et puis vous aurez la capitale régionale qui voudra une 3e médiathèque, une 4e ludothèque, voire une seconde patinoire, voire une piscine olympique, enfin bref, tout ce qui grève les budgets de ces grandes villes et qui, pour l'instant, épargne les petits villages. Donc, c'est un projet extrêmement grave. Et je voudrais rajouter que nous ne sommes pas, comme vous le disiez tout à l'heure, évidemment des passéistes, des rétrogrades, etc. Mais pourquoi faudrait-il que progrès rime avec gigantisme ? Le véritable progrès ne peut se faire scientifiquement, culturellement, que dans l'enracinement, dans l'amour de ce que nous avons, pas dans une évaporation, dans une espèce de nébuleuse. Donc, au contraire, parce qu'on n'est pas passéiste, parce qu'on aime, c'est pas parce qu'on est passéiste qu'on bouge, c'est parce qu'on aime. Absolument. On aime passionnément notre terre. Vous avez une adresse internet nous avons une adresse internet qui est Saint-Christophe Patrimoine. Saint-Christophe.patrimoine@orange.fr. Très bien. Et l'adresse de Terre et Famille tout attaché, @gmail.com. Voilà, merci beaucoup de nous avoir alertés
sur Saint-Christophe en Champagne et de nous avoir éclairé, Stéphanie Bignon, de ce problème, de cette usurpation de nos lieux par des objets non identifiés, on va dire. Merci beaucoup de m'avoir reçu, de nous avoir reçus. Merci beaucoup à tous les deux. Au revoir, chers amis de TV Numéro.